ça que j'ai sollicité l'intervention de Mingjun Truong, qui nous vient donc du MNHN, Muséum national d'histoire naturelle, qui remplace un peu au pied levé Anne-Caroline Prévost, qui malheureusement est au fond de son lit. Donc Monsieur Truong va nous parler effectivement de ces questions d'expérience de nature comme étant la richesse et l'origine sans doute de cette possibilité de faire varier nos comportements vis-à-vis de la protection de l'environnement. J'ai souhaité aussi que ces deux termes soient mis en dialogue, donc imaginaire et biodiversité, mis en dialogue parce que lorsque on voit des œuvres d'art, des œuvres environnementales, souvent c'est à l'occasion de grandes négociations. On se souvient tous de la COP 21, il y a quelques années, COP 22, COP 23, et effectivement ces négociations sont souvent très au cœur aussi des propositions artistiques et environnementales qui viennent les accompagner. Et cette notion de négociation, pour cette notion de négociation, j'ai sollicité la parole d'Armel Caron, donc qui est donc à AgroParisTech, responsable du master politique publique et stratégie pour l'environnement, et qui nous parlera de la manière dont le sensible peut contribuer à une meilleure appropriation des conduites de changement dans l'ingénierie écologique. C'est un petit peu la thématique sur laquelle on va essayer d'avancer sur cette mise en lien effectivement du thème biodiversité et imaginaire. Enfin, la troisième entrée peut-être autour de cette mise en regard de ces termes d'imaginaire et de biodiversité, pour moi ça a été aussi le constat de dire qu'il y a une très grande diversité dans la manière dont les projets artistiques et culturels sont proposés. On peut se poser la question de quel est le rapport, par exemple, entre le jardin de Chaumont-sur-Loire et ses créations magnifiques et un atelier pour les enfants, imaginaire et jardin, comme il a pu s'en passer, notamment en Seine-Saint-Denis. Je vois quelques visages de la Seine-Saint-Denis aussi qui peuvent être concernés par cette thématique. Et donc, cette grande diversité, pour moi, m'a aussi amené à souhaiter questionner ce dialogue entre les acteurs et la manière, et finalement les débats qui existent entre les acteurs qui créent des projets environnementaux tournés à partir d'une matière artistique. Et pour cela, donc, j'ai sollicité aussi pour en parler la parole de Monsieur Laurent Fabre, ici à ma gauche, qui est responsable donc pour la communauté d'agglomération de 7 aglopoles Méditerranée du volet patrimoine culturel et naturel, et qui a fait émerger sur ce territoire le jardin antique méditerranéen, dans une mise en dialogue justement du patrimoine naturel et culturel, et donc il pourra témoigner de la manière dont ces relations entre les acteurs pour faire émerger ce magnifique projet se sont nouées et les contenus qui ont été à l'œuvre. Et enfin, pour éclairer cette thématique, et la quatrième raison finalement d'interroger les termes du dialogue entre imaginaire et biodiversité, c'est aussi le constat de la diversité des approches artistiques. Et à ce titre-là, alors on a un livre qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Un art écologique, donc qui a été rédigé par Paul Arden et qui est vraiment, je dirais, une mise à plat des créations artistiques dans le domaine des arts plastiques autour de l'art environnemental. Et ce constat de la diversité interroge beaucoup Paul Arden sur finalement les fonctions remplies par cet art écologique, cet art environnemental. Eh bien, d'une certaine manière, la littérature a aussi, bien sûr, on peut faire autour de la littérature un constat d'une très grande diversité autour de cette mise en lien de l'imaginaire et de la biodiversité. Et c'est vers Aline Berger, donc maître de conférence à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste en littérature, que je me tournerai pour qu'elle puisse nous parler de la manière dont la littérature va instruire finalement ce dialogue. Voilà, donc je vais dans un premier temps laisser la parole et me tourner vers Monsieur Truong, qui va introduire en fait cette thématique autour de la manière dont les expériences de nature
vont finalement avoir un impact important sur nos comportements. Voilà. Bon, attendez, on va le reprendre. On va recommencer l'opération. Voilà. La compatibilité entre Macintosh et PC est toujours, voilà, mais là, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que ça. On ne pourra pas faire mieux, tellement d'expérience, a priori. Voilà. Très bien. Voilà, donc un petit carnet. Donc bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir invité Anne-Caroline Prévost, que je remplace pour le coup. Je m'appelle Min Sun Truong et je suis chercheur postdoctorant au Muséum d'Histoire Naturelle, financé par la Société Albert Vieille. Et je travaille à mieux comprendre les relations entre l'humain et la nature, en me focalisant notamment sur la relation sensorielle à la nature, puisque j'ai effectué ma thèse sur l'expérience olfactive de nature, donc l'expérience par les odeurs, et notamment en ville. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler des expériences de nature, des expériences au pluriel, pour encourager des relations multiples au monde. Mais avant de vous parler de ce qu'est l'expérience de nature, de ce que sont les expériences de nature, du point de vue de la recherche en psychologie de l'environnement notamment, je vais vous parler d'un grand phénomène qui est actuellement beaucoup médiatisé et beaucoup utilisé, et qui est l'extinction d'expériences de nature. Il y a plus de 30 ans, l'écologue Robert Pyle faisait l'hypothèse que l'un des facteurs d'érosion de la biodiversité était lié à ce qu'il appelait une extinction d'expériences de nature, qui pouvait être liée notamment au modèle de conception des villes, mais aussi au changement de nos modes de vie, notamment liés à la sédentarisation, au fait qu'on passe de moins en moins de temps dehors et de plus en plus à l'intérieur, et dans notre monde moderne, beaucoup lié à la technologisation de nos sociétés, à la multiplication de tous les appareils connectés, qui font qu'au final, on a cette relation à la nature qui peut être coupée ou diminuée. Donc, ce modèle de conception des villes et ces changements dans nos modes de vie apportent notamment des manques d'opportunités et des pertes d'orientation et de volonté de nous reconnecter à la nature ou de vivre des expériences de nature, ce qui peut à terme entraîner une extinction de ces expériences, ce qu'il a redéfini en 2005 comme l'épuisement des diverses expériences naturelles et culturelles accessibles dans le champ d'action quotidien des individus. Pourquoi on s'intéresse à ces expériences de nature en général? C'est que ça a été montré dans la recherche, notamment en psychologie de l'environnement, que des contacts fréquents à la nature avaient un impact positif sur la santé des individus, sur la récupération et notamment liée au stress du quotidien. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que des individus qui fréquentaient des espaces de nature dans leur quotidien récupéraient mieux du stress, notamment du stress du travail ou de la vie urbaine, que des gens qui n'en fréquentaient pas. Les contacts fréquents à la nature ont un impact sur le bien-être individuel, mais aussi dans les questions qui, moi, m'intéressent dans le cadre des sciences de la conservation au muséum, dans la volonté de conserver la nature ou de s'impliquer dans la conservation de la nature. Une autre hypothèse que l'on peut faire, c'est que l'extinction de l'expérience de nature peut être liée au modèle dominant et aux normes sociales dans lesquelles on se trouve. Et c'est quelque chose que Aldous Huxley avait déjà un peu vu dans son livre en 1931, Le meilleur des mondes,
dans lequel il disait que les primes verts et les paysages ont un défaut grave, ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. Nous conditionnons les masses à détester la nature, mais simultanément, nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués, de sorte qu'on consomme des articles manufacturés. Au final, la réflexion qui se fait actuellement en psychologie de l'environnement et sur les questions d'extinction de l'expérience rentre un peu là-dedans, en disant que les modes de vie dans lesquels on est et le fait qu'on est aussi dans une crise de la biodiversité font qu'on rentre dans cette disparition des expériences de nature. Une autre hypothèse qui existe en psychologie est celle du psychologue américain Peter Kahn, qui a développé cette théorie de l'amnésie environnementale générationnelle. Donc là, je ne vais pas vous lire son texte, mais juste la développer en quelques mots, pour vous dire que l'amnésie environnementale générationnelle, pour lui, vient du fait que d'une génération à une autre, on acquiert et on considère comme normale une situation qui peut être dégradée pour la génération précédente. La génération de mes grands-parents a grandi dans un monde où la nature était beaucoup plus présente que la mienne, mais comme pour Peter Kahn, comme je n'ai connu que ça, cette situation dégradée pour mes grands-parents sera normale pour moi. La pollution que je connais en ville, puisque je l'ai connue depuis que je suis bébé, elle peut me paraître normale, alors que des gens qui ont connu le développement de l'industrie et cette apparition des pics de pollution vont considérer ça comme une dégradation. Et c'est ce que Peter Kahn appelle l'amnésie environnementale générationnelle. Et pour lui, c'est quelque chose d'assez grave, puisque dans le cadre de la protection de la nature et de la crise de la biodiversité, les enfants qui vont naître aujourd'hui avec une nature dégradée vont la considérer comme normale, cette nature qu'ils connaissent au quotidien, où les populations d'oiseaux disparaissent, où les pollinisateurs disparaissent. Ils vont considérer ça comme leur point de départ, et ils vont potentiellement, s'ils ne sont pas éveillés à ça par leurs parents ou par des adultes référents, ils vont considérer ça comme une situation qui ne doit pas être changée puisqu'ils ont toujours connu ça. Une des grandes théories aussi qui existe dans l'étude des relations à la nature, c'est l'idée de l'identité environnementale, mais je vais juste passer à celle-là parce que c'est un peu trop compliqué à développer comme ça. On peut définir l'identité environnementale comme l'interdépendance entre une personne et le monde naturel, ou dit en d'autres termes, c'est la façon dont on va se construire, nous, personnellement, dans notre identité, dans notre rapport à la nature, par rapport aux relations et aux expériences qu'on a eues avec cette nature, depuis notamment notre petite enfance. Et cette question de l'enfance et des expériences de nature vécues dans l'enfance a notamment beaucoup été étudiée par les psychologues américains qui sont Susan Clayton ou Louis Schola, qui sont des auteurs de référence sur cette question-là. Donc cette identité environnementale se développe pendant l'enfance et se renforce à l'âge adulte par l'apport d'autres expériences qui vont renforcer notre relation individuelle à la nature, nos relations sociales, puisque la notion de référent est très importante dans la relation que l'on va avoir à la nature. Ça peut être nos parents, ça peut être des amis, ça peut être des instituteurs aussi qui vont avoir un rôle important. Et l'identité environnementale s'inscrit dans ce lien entre la nature et les personnes aimées ou ses référents dont je parlais. Louise Schola, dont je viens de vous parler également, a développé un autre système dans lequel elle dit qu'un organisme animé, dans ce cas-là un enfant, va vivre une mobilité en nature, il va vivre une liberté d'exploration autonome, et cette accessibilité qu'il va avoir à la nature va lui permettre d'avoir des interactions avec cette nature, et ces effets vont à terme avoir une augmentation de ses connaissances, de ses compétences, et si on se réfère au cas de l'identité environnementale, va aussi l'aider à se construire en tant que personne dans cette relation à la nature, et va par la suite l'aider à s'engager ou non, selon les expériences qu'il va vivre, et là où il a grandi, dans la protection de l'environnement et pour sa conservation. Enfin, dernière théorie, Stephen Keller, lui, développe 3 grands types d'expériences de nature, qui sont l'expérience directe de nature. Dans son cas, lui, il parle d'une expérience incarnée, sensorielle, que l'on va vivre dans un environnement naturel qui va être préservé et sur lequel l'humain n'a aucun impact. Il différencie ça de l'expérience indirecte de nature, qui va aussi être une expérience sensorielle et directe, mais dans un espace sur lequel l'humain va avoir prise. Notamment, Keller considérait que les parcs urbains
les parcs ou les parcs naturels sur lesquels l'humain avait un fort impact étaient des expériences indirectes. Et enfin, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui avec l'art, Kehlert définit l'expérience qu'il appelle les vicarious experiences, ou des expériences que moi je traduis comme des expériences médiées de nature, qui sont des expériences que l'on va vivre par l'intermédiaire, aujourd'hui, que l'on peut vivre par l'intermédiaire des nouvelles technologies, dans le cadre de jeux vidéo que j'étudie notamment, dans le cadre de documentaires animaliers, de documentaires à la télévision, mais aussi par l'art ou par la lecture, pour d'autres types de médias. Donc vous pouvez le voir, l'expérience de nature, elle a été étudiée, décrite de façon différente selon les auteurs et selon les époques. Ce qui nous a poussé, nous, au Muséum d'Histoire Naturelle, dans l'équipe dans laquelle je travaille, à reconsidérer l'expérience comme quelque chose, comme un processus qui est plus complexe qu'un simple contact à la nature. Et on a considéré dans cette publication, dans Conservation Letters, que l'expérience de nature était un continuum qui s'inscrivait dans un contexte culturel et social. L'expérience de nature que l'on va vivre va être différente selon le contexte dans lequel on a grandi, selon nos origines, selon l'implication de nos parents, selon l'expérience de nos parents, selon les personnes référentes avec lesquelles on a grandi. On considère toujours des interactions avec l'environnement dans lequel on va se trouver, et ces interactions vont avoir un effet transformateur sur nous. Ça va avoir des conséquences sur la façon dont on grandit, sur notre identité, mais aussi sur la façon dont on va vouloir s'impliquer par la suite. Et ces interactions, dans cette rencontre à la nature, sont très diverses. Elles peuvent être sensorielles, comme je vais le développer très rapidement par la suite. Elles peuvent être directes, indirectes ou médiées, comme l'a développé Kehlert. Elles peuvent être cognitives, elles peuvent être affectives et sentimentales. On peut les vivre seuls, on peut les vivre à plusieurs, dans différents types d'environnements, qui peuvent aller jusqu'aux environnements virtuels, si on considère par les expériences médiées que ces expériences sont des expériences de nature. L'expérience de nature est, je vais prendre un exemple ici, et dans cette grande richesse des expériences de nature, est une expérience sensorielle. Ce que développe Seba qui est dans son travail, c'est que le monde naturel dans lequel on vit procure aux enfants une source de stimulation qui est quasiment illimitée, et que ces stimuli sont des stimuli sensoriels qui nous assaillent avec une force vraiment incontrôlable. Quand vous vous rendez seul ou avec d'autres gens dans un environnement naturel, c'est par les sens, c'est par votre corps en mouvement, c'est par tous vos sens que vous êtes en rapport avec cet environnement, en plus de l'être par votre expérience, par votre identité et par toutes les expériences que vous avez déjà vécues. Et c'est notamment à ça que moi je me suis intéressé pendant ma thèse, et notamment au fait que dans notre monde qui est très visio-centré, l'expérience de nature, c'est pas uniquement ça, c'est aussi une expérience multisensorielle qui est liée au toucher, à l'olfaction, à l'audition, aussi au goût, selon comment vous vivez vos expériences. Et moi, je me suis intéressé à l'expérience olfactive pendant mes 3 années de thèse, avec notamment une question que je posais souvent pendant mes études et pendant mes questionnaires, qui était à cet instant, pouvez-vous décrire votre expérience de nature en vous concentrant sur votre odorat? Donc j'ai posé cette question avec l'aide d'étudiants à de nombreuses personnes, et on a pu mettre en évidence que l'expérience olfactive de nature n'était pas uniquement une expérience sensorielle, et qu'on avait différentes catégories de discours quand on interrogeait ces gens, parce qu'on a une expérience olfactive et sensorielle et haptique de notre corps vécu. On a une expérience appréciative, dans laquelle les gens vont nous dire très simplement « j'aime cette expérience, je n'aime pas cette expérience que je vis ». C'est une expérience liée au vécu et à la connaissance que l'on va avoir du lieu dans lequel on vit cette expérience. Cette connaissance du lieu est très importante, notamment quand on pose cette question aux gens dans leur jardin, puisqu'ils vont avoir une expertise du lieu, ils vont connaître les plantes qui vont être présentes à cet endroit-là, la période de floraison, lesquelles sont odorantes ou non. Mais une catégorie de discours à laquelle je ne m'attendais pas, moi, c'était la résultante de cette expérience. Et dans ce cas-là, le bien-être vécu et la restauration psychologique que les gens vivaient au moment où ils vivaient cette expérience, et qui apparaissait non pas en tant que résultat, mais en tant que description de l'expérience. Et vous pouvez le voir sur ce graphique, elle n'est pas négligeable, puisque 30% des gens à qui j'ai posé cette question décrivaient leur expérience olfactive de nature comme une expérience restauratrice.
Je vais aller un peu plus vite. Cette expérience de bien-être, il a été démontré dans la littérature qu'elle pouvait notamment aider à la création d'un lien social, que ce lien social pouvait aider à la reconnexion avec la nature dans notre quotidien, et que ces deux autres facteurs mis ensemble pouvaient influer par la suite sur un bien-être encore plus grand. Et ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, notamment de plus en plus dans l'aménagement du territoire. Et ce qui m'amène au point et à la conclusion que moi j'ai fait pendant ma thèse, qui était qu'il était important d'intégrer plus d'incarné, plus de vécu sensoriel et vécu par notre corps dans la façon dont on vit nos expériences de nature. Et une très bonne citation que j'ai trouvée en introduction d'un ouvrage, c'était de cet auteur qui s'appelle Crowther, qui disait qu'à travers nos histoires, notre expérience partagée et la collaboration dans la découverte de nos cachettes, nous faisions des espaces dans lesquels nous interagissions avec nos amis, notre endroit. En touchant, sentant, grimpant, mangeant, en se brisant des os parfois. Là dehors, nous développions une part de ce que nous allions devenir. Dans cette phrase, on retrouve tout ce dont je viens de vous parler, qui est la construction de notre identité, la construction avec d'autres personnes dans un environnement dans lequel on peut vivre des expériences de façon libre et des expériences notamment sensorielles. Donc l'important pour moi, c'est de rendre possible la découverte et aussi l'aléa, cette notion d'aléatoire, cette notion de surprise que l'on peut vivre dans la nature et notamment pendant notre enfance. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez ce genre de souvenir de surprise que vous avez vécu pendant votre enfance et qui vous a marqué et qui vous a aidé à vous construire. Permettre la création de points temporels résonants, c'est tout à fait ça. Des souvenirs en nature, des souvenirs notamment sensoriels d'expériences que vous avez vécues en nature et qui va vous permettre de vous construire et auxquelles vous allez vous référer par la suite quand vous allez vivre d'autres expériences et ou faire des choix, notamment envers la nature. Et l'importance de ces référents et d'accompagner cette expérience, puisque c'est dans cette relation à la nature que se développe l'individu, y compris sa connaissance, sa compréhension et sa capacité à s'engager pour la protection de la nature. Et vouloir protéger la biodiversité, bien souvent, c'est avant tout vouloir préserver le monde dans lequel nous nous sommes constitués en tant qu'individus et en tant que société, un monde plein de sens, de liens, d'expériences partagées et d'attachement. Et donc, au travers de tout ce que je viens de vous développer, je pense que vouloir protéger la biodiversité, c'est aussi vivre beaucoup d'expériences diverses de nature qui vont nous permettre de nous construire et par la suite de s'engager, vouloir nous aider à nous engager dans sa protection. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Messou. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi ça me fait penser à une expérience vécue en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine, autour d'une opération qui s'est appelée Imaginaire et Jardin, qui a perduré, qui a été développée sur tout le territoire de Plaine Commune, et qui mobilisait justement cette notion d'incarné, telle que vous la présentez, pour accompagner des enfants en situation de difficulté scolaire, pour les remobiliser en fait au travers d'une expérience forte avec la nature, au travers de la création d'un jardin, et aussi d'une création artistique à partir des petites histoires qu'on peut se raconter au cœur du jardin. Voilà, donc des interventions d'artistes auprès des tout-petits, auprès des enfants des écoles, à partir justement d'une expérience sensible, les mains dans la terre et dans une capacité à la fois olfactive et d'ouverture des sens dans cette expérience-là. Voilà, donc c'est effectivement une très belle illustration, merci beaucoup. Bien, donc alors pour faire le lien, et d'ailleurs cette opération Imaginaire et Jardin le fait bien avec cette question du rôle de l'art et du rôle finalement, alors je me tourne vers Aline Berger, peut-être de la littérature pour nous rapprocher et faire le lien justement entre art et nature, nous rapprocher aussi de cette protection de la biodiversité par la médiation du récit, du livre, de la création littéraire. Voilà, donc je laisse la parole à Aline Berger. Merci Corinne d'avoir organisé cette table ronde qui est une université d'humanité, art, lettres, société contemporaine, où la part de la science n'est pas toujours visible, mais où elle existe. Et donc, c'est une très belle initiative. Et évidemment, comme cette table ronde s'inscrit à la croisée à la fois de l'esthétique, de l'écologie et de l'action politique,
la littérature se sent tiraillée aussi dans ces différentes directions, et donc je vais poser un peu mon propos autour de cette question: que faire en effet ou pas face à des différentes situations que la littérature permet de rencontrer. Alors d'abord, bien entendu, c'est le rapprochement nécessaire des sciences et des arts qui me paraît fondamental et qui passe pour moi par une multiplicité de gestes concrets, par l'écoute et le partage des savoirs, parce qu'il me semble, en tout cas pour ma part, n'avoir toujours abordé la littérature que dans son rapport à ce qui n'est pas elle, rapport de la littérature à son dehors, parce que c'est une question de respiration, dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, je partirai d'une formule sans doute devenue très commune, mais qui vient aussi de la littérature, des écrivains, des philosophes, des scientifiques, et qu'on a vu traverser le temps et prendre un relief particulier aujourd'hui. Cette image, c'est celle de l'embarquement. Nous sommes tous embarqués dans ce que j'appellerais la geste du vivant, qu'on le veuille ou non. Depuis Blaise Pascal, qui a utilisé la formule, philosophe et scientifique, à Albert Camus en 1957, qui le reprenait dans un contexte plutôt cosmopolitique, et jusqu'à Aldo Leopold aux États-Unis, forestier, écrivain, qui rend compte de l'homme en le présentant comme un capitaine provisoire d'un bateau ivre. On a vu aussi monter depuis, je dirais, l'après-Seconde Guerre mondiale, cette image pour penser un peu notre situation commune qui pourrait conduire à déjà nous rencontrer pour discuter de la situation de la biodiversité. Alors, comment est-ce que la littérature participe à cette question des imaginaires et de la biodiversité? Peut-être l'atout de la littérature et aussi qui permet d'échanger entre gens de sciences et d'art, c'est qu'on a une part de langue commune que la littérature manifeste et qui permet d'essayer de trouver les termes pour s'entendre et s'écouter, sans quoi il n'y aurait pas de débat. L'autre peut-être apport de la littérature, c'est donc qu'elle peut être en mesure d'envisager une communauté de destin à travers ce partage de la langue, l'expérience d'une conscience commune de notre situation, et donc une portée éthique qu'elle porte, comme d'autres arts d'ailleurs, ça pourrait être le cinéma, la danse ou la musique. Donc premier point peut-être, je dirais, mais ce sont des éléments de rappel que tout le monde a sans doute à l'esprit, que la littérature est peut-être d'abord, en tant qu'écriture, une archive de la geste du vivant. Alors je prends la notion de geste à la fois dans son sens littéraire, l'Odyssée, l'épopée écrite du vivant, mais j'entends dans geste du vivant aussi la problématique suivante, c'est comment est-ce que la littérature accueille, écrit, traduit, décrit, approche les gestes du vivant. Et cette formulation de la vie du vivant, que ce soit pour les hommes ou pour le monde animal, le monde végétal, les différentes composantes du vivant me paraît importante pour essayer de penser à un complexe de gestes, de pratiques et d'implications qui permet peut-être d'interroger nos modes de rencontre. À sa mesure, donc, modeste par rapport au terme de biodiversité qui vient des sciences et que la littérature n'appréhende pas souvent, finalement. La littérature nomme, décrit, raconte, explique, commente, met en récit, poétise, dramatise la geste du vivant à travers ses histoires. Alors peut-être que pour ma part, un point de ma formation qui a beaucoup compté aussi pour amplifier cette recherche autour de la question du vivant à travers les représentations de la nature ou du paysage, c'est que des poètes du XXe siècle ont en quelque sorte donné une sorte de formule qui permet de comprendre pourquoi la poésie est peut-être une clé d'approche de notre rapport au vivant. À travers le propos d'un poète et traducteur d'origine suisse qui s'appelle Philippe Jacotet, la poésie est présentée comme mise en rapport du visible et de l'invisible, de deux mots entre eux pour faire lien, mise en rapport de la terre et du ciel, de moi et de l'autre, etc. Et à travers cette formulation très générale, la littérature manifeste qu'elle peut prendre de manière un peu globale et ouverte la relation des êtres vivants entre eux, le dramatiser par les scénarios de la littérature, du récit ou du théâtre, mais c'est la question de cette mise en rapport qui me paraît fondamentale, puisque la littérature répond aussi aux signaux de la nature que la nature nous envoie, c'est-à-dire que la littérature est réponse à une interpellation du vivant
qui peut donc donner lieu à l'écriture. Sur ce fait que l'écriture est le conservatoire du vivant et documente la mémoire du vivant dans le temps long de l'histoire, bien sûr, on l'observe depuis les mythes et les récits primordiaux. On peut penser à l'Arche de Noé comme récit, aux Métamorphoses d'Ovide, on peut passer bien sûr au récit des origines dans les cultures chinoises, africaines ou amérindiennes. Quels que soient les termes utilisés, il est bien question de cette relation, de cette mise en mouvement des flux, des énergies du vivant, des figures du vivant. On le retrouve bien sûr en passant par les littératures modernes de la nature et du paysage. Vous connaissez les fameux vers de Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. C'est pas simplement une expérience visuelle, mais c'est aussi une expérience d'écoute d'abord. Et on le retrouve jusque dans, bien sûr, l'actualité littéraire pour rendre compte donc de la manière dont le vivant nous préoccupe, nous interroge, nous invite à peut-être déplacer aussi le regard sur l'actualité du monde dans ses dimensions en même temps les plus prégnantes. Ainsi, l'écrivain Jean Rollin, auteur d'un livre paru en 2018 intitulé « Le traqué kurde », résonne dans notre conscience de contemporain, à la fois du côté de l'actualité géopolitique, mais aussi de l'interrogation sur le vivant. Jean Rollin est un passionné d'ornithologie depuis son enfance en Bretagne, et il a écrit bien d'autres ouvrages. Je dirais c'est un contemporain majeur en littérature française qui, par son expérience du monde en tant que reporter, journaliste, écrivain, ne cesse de prêter attention aux signaux à partir d'une documentation tout à fait actuelle sur l'état du vivant et de la biodiversité, s'il faut l'appeler ainsi. Donc la littérature contribue à l'interrogation, pas seulement à la réponse à l'interpellation, mais à l'interrogation, à l'enquête, en relation avec d'autres enjeux. Et c'est là aussi qu'elle fait lien. La littérature fait lien de la biodiversité avec la diversité culturelle. Et de ce point de vue-là, elle nous permet des trajets de reconnexion à la nature. La littérature, bien sûr, est aussi patrimoine, objet de transmission. Il a été beaucoup question de la littérature de jeunesse, des expériences de jeunesse tout à l'heure, et c'est en effet sans doute un des moments de l'existence, en tout cas sensible, en tout cas dans nos pays d'Occident, de cette prégnance des expériences de nature très diversifiées de l'enfance, à travers de la nature dans l'enfance, à travers aussi l'illustration, les sorties de nature qui sont beaucoup plus développées, me semble-t-il, que pour les publics adultes. Et tout ceci participe à la formation et développement de ce que les anglo-saxons appellent une écolittératie, c'est-à-dire le développement d'une culture générale écrite du rapport au vivant, du rapport aux dimensions écologiques de notre existence. Dans la geste du vivant, je dirais aussi que les activités de l'homme côtoient toutes les autres manifestations du vivant, et la littérature apparaît donc comme un témoin, un espace relais, donc dans l'éveil d'une conscience écologique. Alors bien sûr, on peut éteindre la littérature dans ses pratiques, se tourner vers d'autres expériences, mais disons qu'elle est un relais possible. Et la littérature participe aussi, je dirais, à des rythmes variables selon les lieux, les époques. Je passe vite parce que le temps est court, mais selon les pratiques culturelles aussi de la littérature, elle participe au passage de témoins dans ce qu'on, là je reprends la métaphore sportive, dans ce qu'on pourrait appeler la course à la préservation de la nature, au même titre que d'autres arts. On voit bien aussi combien les arts contemporains qui se rendent visibles à travers les médias insistent sur la catastrophe, beaucoup plus que sur, je dirais, la reconnexion, me semble-t-il. En tout cas, l'amplification médiatique porte sur la catastrophe. La littérature, plus discrètement peut-être que les médias d'aujourd'hui, parce que c'est une communication aussi silencieuse, à travers la pratique, donc qui va de pair avec l'écoute du vivant aussi, est une sentinelle du vivant. Alors je reprends ce terme de sentinelle, non pas pour peut-être son registre un peu guerrier, peut-être dans l'imaginaire d'un francophone, mais du côté de son étymologie, le terme vient de l'italien. Il rappelle aussi que la sentinelle, c'est celui qui sent, qui écoute et qui entend. Et donc la littérature peut être un témoin des relations sensibles en devenir, qui est une manière, je pense, aussi de penser la biodiversité comme quelque chose qui est en perpétuelle mutation. Je dirais que mon expérience des littératures de la nature et du paysage au fil du temps, et à travers aussi des différentes littératures de langues différentes, c'est toujours de rappeler qu'il y a une relation. C'est-à-dire que la question de la reconnexion se pose beaucoup en sciences, dans les laboratoires de recherche et dans les éprouvettes, et beaucoup moins, je dirais, à travers la littérature, qui peut faire état, bien sûr, d'une perte de connexion, d'un état
particulièrement dégradée de la planète, mais qui sans cesse part de l'expérience sensible, y compris pour rendre compte d'une humanité qui souffre psychiquement très fortement. Je pense à un ouvrage magnifique d'un écrivain malgache, d'origine malgache, Jean-Luc Rahariman, auteur d'un livre qui s'appelle Za, qui rend compte de la vie dans les bidonvilles autour de Tananarive, et dont les délires traduisent une très forte connexion à la nature environnante. Donc, à ce titre, on peut rappeler que la littérature est cette chambre d'écho aussi de nos liens avec la nature et le vivant, une chambre d'écho, et je dirais d'écosystème, la littérature comme écosystème ou espace d'écosystème avec un H, c'est pas seulement là-dessus, on a toute une littérature antique depuis la nymphe Écho, qui déjà faisait signe depuis la nature et dissimulée. Une expérience, comme l'a souligné tout à l'heure M. Trong, qui est également tactile, olfactive et gustative. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je citais le poème de Baudelaire, Correspondance, on peut penser que s'y impose d'abord la prégnance du schème visuel à travers les colonnes de la nature et l'expérience auditive, mais beaucoup de poètes en particulier rendent compte de la globalité des expériences sensibles qui se font jour dans l'expérience de la nature. Je pense par exemple à un poète méconnu en France, enfin méconnu, il n'est pas méconnu des spécialistes de poésie, mais méconnu pour son approche sensible de la nature à travers la forêt, dont il hérite à la fois par l'histoire familiale, puisque son père était en effet un forestier, Robert Marteau. Robert Marteau qui a publié beaucoup de poèmes, qui s'est installé un moment au Canada, et qui, à travers sa connaissance du milieu forestier, rendait compte de la totalité de son expérience, je dirais, personnelle de vivre. Son rapport à l'écriture, son rapport aux arts, c'est un grand arpenteur aussi des territoires. Il a compris le Canada en y entrant par les forêts, mais à travers son expérience d'autres univers. Il relie l'histoire de ce pays, l'histoire des populations amérindiennes, bien sûr décimées, l'histoire des pratiques agricoles. C'est-à-dire que la forêt est une clé, et le sensible est une clé pour circuler dans tous les enjeux écologiques qui seraient attachés à son expérience du monde. Et ça a été pour moi un moment fort de reconnaissance de la façon dont on pourrait en littérature partir d'un écosystème particulier, un certain type de lieu, un certain type d'espace, et de la forêt, montrer comment on peut retisser par la trame de l'écriture les liens qui nous connectent à une histoire collective, mais aussi personnelle, etc. Avec évidemment beaucoup de bifurcations et de voies multiples dans cette expérience. Donc je dirais que la littérature, tout à l'heure le terme a été quelque peu annoncé par M. Trong, la littérature est aussi un lieu vicaire qui peut remplacer l'absence de nature. Et beaucoup d'écrivains qui aiment la nature rendent compte de cette capacité de revivre. Les travaux d'Alain Berthaud en neurolinguistique rendent compte aussi de cette capacité vicariante. Les gestes, nous pouvons les vivre même in absentia, même si on est loin de la nature. Alors, la littérature comme lieu vicaire d'une immersion potentiellement polysensorielle, aussi brève soit-elle, on la retrouve aussi dans des formules littéraires plus brèves, mais qui donnent lieu à des partages rituels collectifs qui devraient nous intéresser plus. Je pense par exemple à la pratique du haïku au Japon, qui ne fait qu'indiquer, disait Philippe Jacotet, pointer du doigt une réalité de nature pour la faire observer et partager, avec bien entendu un effacement de la personne, qui est propre aussi à la langue japonaise, et qui donne lieu à un partage, dans certains moments particuliers, collectifs, d'événements naturels, qui donnent lieu à une expérience de nature qui réunit, qui assemble. Mais, bien entendu, la littérature a, et ça c'est la part, je dirais, humble de la contribution de la littérature aujourd'hui à notre table, la littérature exprime aussi beaucoup sa conscience de ses limites d'appréhension, de la complexité du monde vivant, conscience de la surdité de ses sens, qui est évidemment relayée par tous les appareillages d'écoute, par exemple, si je parle de la forêt, de la souffrance hydrique des arbres qu'on peut maintenant donner à voir et cartographier et faire entendre, alors que le commun des passants de la forêt ne l'entendra pas. Et donc on a besoin des sciences pour se rendre compte véritablement de l'état du vivant, mais l'intuition des solidarités, par exemple, dans le monde de la nature, en littérature, se fait jour à travers des formules déjà très anciennes chez les écrivains, et ça a traversé l'espace et le temps, l'amitié des arbres,
qui est une formule qu'on pourrait penser intuitive et très sentimentale, mais qui en fait traduit peut-être une intuition de solidarité que la science elle-même est en mesure de décrire. À propos aussi de l'inquiétude que pouvait générer l'éloignement de l'expérience de nature chez les écrivains, un propos a été souvent cité après la Seconde Guerre mondiale par les écrivains de la nature qui étaient proches des romantiques allemands. Ce propos de Novalis, grand poète romantique, éloignement infini du monde des fleurs, le sentiment moderne de la perte de contact, de relation. C'est un propos bref, cité notamment par Philippe Jacotet et commenté. Alors, on a parlé de désenchantement du monde dans un contexte assez vaste qui a été relayé par la critique de la rationalité moderne chez Max Weber, par exemple, la technicisation, le monde rationnel moderne. Mais cette idée de l'éloignement infini du monde des fleurs, relayée aussi par le motif de l'éloignement peut-être des dieux, qu'on peut trouver peut-être désuet comme formulation, est une manière pour les contemporains de traduire cet éloignement de la nature dans ses forces vives qui, par exemple, à l'époque antique, donnait lieu, par voie de paganisme, à la reconnaissance d'une communication avec les dieux dans la nature. Donc toutes ces dimensions, je dirais, de partage de références circulent et relayées par les écrivains à travers le temps. Mais la littérature n'a pas seulement cédé au charme d'un isolement ou au repli de la parole et de l'écriture sur elle-même. Elle revendique aussi, à travers différentes modalités d'écriture, la poursuite d'une énigme. Et je dirais que si elle n'est pas capable d'appréhender la biodiversité, et d'ailleurs j'ai noté que dans le fichier national des thèses en France, il n'y a aucune thèse en littérature inscrite avec le terme de biodiversité. Je vous dirai tout à l'heure comment néanmoins la biodiversité peut apparaître. Dans la littérature, ça se dit en effet à travers ces termes englobants que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le paysage, la nature. Et puis du côté de la critique, alors, pour le coup, c'est en éco-critique que la question de la biodiversité et de l'écologie peut intervenir. Et finalement, l'écrivain contemporain se trouve un petit peu dans une posture inconfortable, mais qu'il valorise aussi comme une position intervallaire de mise en relation avec le monde, tâtonnante, incertaine, intuitive, diffuse, très frustrante par rapport à l'expérience peut-être des sciences, qui est elle aussi merveilleuse et source d'imaginaire. Et par exemple, Philippe Jacotet écrivait dans un poème dans les années 60 assez bref, pour dire que le poète et l'écrivain se trouvent un peu dans une position d'entre-deux, entre le monde réel qu'il s'agit d'explorer et l'univers de la rêverie ou des songes, qui ne lui permet pas d'atteindre en fait à la connaissance fine. Voilà ce qu'il écrivait. Poids des pierres, des pensées, songes et montagnes, n'ont pas même balance. Nous habitons encore un autre monde, peut-être l'intervalle. Façon aussi de traduire dans l'incertitude de sa formulation, dans la modélisation de son propos, le rapport hypothétique aussi que la littérature entretient avec les savoirs, qui est quand même une dimension, je pense, à la fois d'émerveillement, d'abord, de curiosité et d'interrogation et de déplacement de l'interrogation. Bien entendu, il y a toute la littérature de la science-fiction, dont je ne parlerai pas ici, mais qui renoue avec, je dirais, la capacité de la littérature à inventer des possibles. Donc je laisse de côté peut-être ce point pour peut-être aborder maintenant la façon dont les littératures se connectent au savoir de la biodiversité, parce qu'il y a néanmoins chez les contemporains, et depuis Rousseau qui herborise, qui a manifesté son intérêt pour la botanique, jusqu'à Jean Relin dont j'ai dit tout à l'heure son goût de l'ornithologie, des savoirs de la biodiversité qui se font jour en fonction par exemple de la formation des écrivains. Par exemple, un ouvrage méconnu peut-être par rapport aux questions de gouvernance des communs et de la biodiversité aujourd'hui, un ouvrage déjà ancien d'un écrivain haïtien, agronome de formation, homme politique engagé, qui s'appelle Jacques Roumain et qui avait publié en 1944 un beau livre qui s'appelle Gouverneur de la rosée et qui traite de la question de la reconversion des pratiques agricoles en Haïti à la lumière d'une connaissance plus fine des réseaux d'eau hydrographique sur le terrain. Certaines pages ne peuvent avoir été écrites que par quelqu'un qui sait reconnaître les connexions entre le végétal, les sols, la circulation des eaux, les effets du climat. Donc c'est assez magnifique de voir que cette formulation gouverneur de la rosée aussi provient d'une traduction d'une formule créole, maître de la rosée. Alors je ne le dis pas à la façon créole, mais il a renommé maître en gouverneur.
ce qui rappelait à la fois dans un contexte colonial, bien sûr, l'enjeu, comment dire, politique sous-jacent à cette question. Je passe assez rapidement, mais on trouverait chez... Oui, tout à fait. Oui, donc on pourrait parler de Pierre Bergougnoux et de son savoir entomologique qui observe le déplacement, par exemple, des traces d'un papillon en France qui remonte en fonction du changement climatique, etc. Savoir paysan de Jean-Loup Trassard dans L'homme des haies qui reconstitue un écosystème à travers la vie d'un paysan qui raconte donc son existence, les mutations générationnelles, le fils qui ne coupe plus les arbres de la même façon, qui n'use plus les mêmes machines. Voilà, alors du côté maintenant des études littéraires et de la façon dont la littérature s'est emparée du côté de la recherche de ces questions, c'est l'éco-critique, c'est l'éco-poétique, ce sont les humanités environnementales qui englobent plus largement les apports ou les relectures de la philosophie, l'apport de l'éthique, l'apport du droit, etc. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais à Paris 3, il y a en effet un cercle de chercheurs qui travaillent à ces questions d'éco-poétique et d'éco-critique. En France, plusieurs réseaux en province se sont mis en place à Angers, avec des comparatistes qui sont formés aussi aux questions postcoloniales et décoloniales, où la question de la nature prend un sens particulier. Et puis il y a un gros colloque qui va se tenir à Perpignan, qui réunit nombre de chercheurs et de scientifiques sur cette question. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Annie Berger. Alors, il est clair que relever le défi d'un voyage dans la littérature et la biodiversité en 15 minutes est très difficile. Donc voilà, mais c'est un pari gagné. Effectivement, bon, c'est des thématiques qui sont de plus en plus apparentes. Il y a eu un salon il y a très peu de temps, là au mois de janvier, qui s'appelle Lire la nature, avec une vingtaine d'écrivains vraiment tournés vers toutes ces questions. Sur l'art environnemental, la littérature au bénéfice de la protection de l'environnement. Voilà, donc beaucoup de choses. Donc ce qui maintient effectivement un espoir de se dire que l'art, que ce soit sous une forme littéraire, que ce soit sous une forme plastique ou sous diverses formes, a effectivement un rôle aussi à jouer, un rôle extrêmement important pour la protection de la nature et de l'environnement. Voilà, donc on va pouvoir passer au troisième questionnement que j'avais soulevé dans mon introduction, qui lie cette question de l'imaginaire et de la biodiversité, et en tout cas avec la question des termes du dialogue qui s'instruit entre ces deux termes, en s'intéressant à la manière dont les acteurs sur un territoire qui œuvrent au bénéfice de l'émergence d'un projet culturel et environnemental, comment ces acteurs-là communiquent, se parlent, et quels sont les débats ou justement les discussions, les négociations qui ont lieu entre eux. Et pour ça, donc, je sollicite la parole de Laurent Fabre pour qu'il nous raconte un petit peu comment, de façon très concrète et pragmatique, les choses se sont jouées pour le jardin antique méditerranéen sur le territoire de cette agricole méditerranéen. Voilà. Merci. Donc moi, ça va être un petit peu plus pragmatique et concret, mais peut-être on peut mettre... voilà, vous aurez quelques images. Donc l'idée, c'était d'arriver à combiner une valorisation scientifique d'éléments qui... En fait, il faut savoir que dans le sud de la France, il y a un cadre scientifique et technique assez pointu, notamment sur les sciences paléo-environnementales. Et donc, en fait, depuis plus d'une quarantaine d'années, il y a des laboratoires, notamment en palynologie, en anthracologie, qui ont pu, si vous voulez, faire la synthèse de ce que nos ancêtres, notamment en Méditerranée nord-occidentale, ont pu utiliser comme ressources naturelles pour le feu, pour leur consommation, comment les ressources naturelles ont été peu à peu consommées, comment elles ont pu évoluer, et à partir de là, on a un grand pool d'informations scientifiques qui concernent notamment l'Antiquité. Et l'idée, c'était de valoriser ces papiers scientifiques qui font part de cette évolution donc des anthroposystèmes
depuis au moins le néolithique, avec un éclairage très particulier sur l'Antiquité. Donc le but du jeu, c'était d'arriver à combiner cette valorisation avec un objet artistique. Et cet objet, donc... Hein? Oui, tu peux passer. Donc l'objet s'est intéressé au mode du jardin. Pourquoi le jardin? Pourquoi créer un jardin? Qu'est-ce que le jardin pouvait amener auprès de cette valorisation scientifique? Donc en fait, plusieurs acteurs se sont retrouvés et c'est à l'initiative donc d'une agglomération, une communauté d'agglomération à l'époque appelée Toaglo, qui est devenue depuis 7 aglopoles Méditerranée. Et avec le concours d'un comité de pilotage, on a essayé de créer un projet qui allait pouvoir, d'un côté, valoriser toutes les données scientifiques qui avaient pu être accumulées, en rendre compte auprès du public, et puis, à partir de là, de composer un comité de pilotage qui allait accompagner le projet avec des experts, notamment dans les domaines de l'architecture et de l'histoire des jardins. Donc, il y a eu l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, le CAUE, il y a eu l'Institut national de recherche en archéologie préventive et le Centre bioarchéologie et d'écologie de Montpellier. Et l'idée, ça a été donc de présenter une collection vivante, mais en respectant des principes sur un territoire où l'Antiquité avait fortement influencé. Là, on se trouve sur le territoire de Ballaruc-les-Bains, donc tu peux passer encore. Voilà, on se trouve en bordure de l'étang de Thau. Vous avez une petite presqu'île avec un centre un centre-ville extrêmement urbanisé, mais avec une petite poche verte que vous avez tout au milieu. Et à partir de là, un lieu qui était un lieu désaffecté, qui était en complète déshérence. Et on s'est dit, on pourrait profiter de ce lieu qui était un terrain vague, il faut dire les choses comme elles sont, qu'il fallait peut-être arriver à reconnecter à une certaine nature, puisqu'on se trouve au contact d'un étang, l'étang de Thau, qui est une zone Natura 2000, et essayer de voir si là, on ne pouvait pas reconnecter un ensemble très urbanisé à une nature maîtrisée sous la forme d'un jardin. Pourquoi l'Antiquité? Parce que l'Antiquité, l'art des jardins à l'Antiquité était très intéressant. La ville de Ballaruc-les-Bains connaît une histoire antique extrêmement importante. On a toujours aujourd'hui des thermes qui reçoivent quand même plus de 40 000 curistes par an. Et à l'Antiquité, on sait que la station aussi n'était pas une station véritablement thermale, mais était une station où des eaux étaient utilisées, des eaux chaudes étaient utilisées pour une relation là beaucoup plus religieuse que, on va dire, visant notamment à une restauration des articulations comme ça peut l'être aujourd'hui, visant aussi à tous les problèmes qu'on peut avoir, notamment les problèmes sanguins. Mais à l'époque, on sait qu'à l'Antiquité, on avait donc un lieu très habité où les ressources avaient été complètement exploitées et paradoxalement, en plein centre urbain de ce village, on avait une zone qui était complètement désaffectée, qui était devenue un lieu commun, un terrain vague, mais qui n'avait jamais rencontré de construction, qui n'avait jamais été investi. Donc on s'est intéressé à ce lieu qui était aussi un lieu problématique pour la ville. L'agglo s'en était inquiété parce que la ressource économique de la ville de Ballaruc-les-Bains, ce sont les sources d'eau chaude. Et en fait, on se trouvait sur une zone de fracture géologique et ce terrain tombé en déshérence présentait le risque donc de devenir un lieu où des pollutions pouvaient venir abîmer notamment les nappes phréatiques souterraines et donc remettre en cause toute l'économie de la ville. On s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas composer un filtre écologique pour arrêter, pour préserver le site dans un premier temps, et sous quelle forme ce filtre écologique pouvait-il être créé?
en prenant compte de l'histoire de la ville, en prenant compte plein d'idées qu'on avait. Petit à petit, tous les acteurs sont mis ensemble et on a commencé à réfléchir à l'élaboration de ce jardin. Et ce jardin qui n'allait pas être pour nous, si vous voulez, un pastiche d'un jardin de l'Antiquité, mais qui allait en profondeur analyser ce que pouvaient être les jardins de l'Antiquité et pouvoir le présenter au public avec une collection vivante de plus de 1200 végétaux connus à l'Antiquité, dont on avait la preuve scientifique qu'ils étaient utilisés sur place, en fait, créer une collection patrimoniale vivante et pouvoir en faire profiter le public. Donc, ce cadre scientifique et technique posé, la question a été de définir ce que pouvait être la romanité d'un jardin. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que vous connaissez peut-être la Villa Ghetti, les jardins de la Villa Ghetti, qui sont une recomposition moderne et, on va dire, pas fondée totalement sur les recherches scientifiques. Donc, ils sont un imaginaire complet de ce que pouvait être un jardin à l'Antiquité, tandis que là, on est allé plonger dans la littérature scientifique. On est allé faire la recomposition de la flore d'un tel jardin et en s'inspirant aussi de l'architecture romaine qui avait été très bien étudiée notamment par Jaemski à Pompéi, notamment dans tous les jardins italiques, où là aussi, des données anthracologiques, palynologiques, carpologiques ont pu être réalisées. Dans la romanité que le jardin antique méditerranéen présente, on a décidé qu'il allait devoir se réaliser au travers de 3 modes d'expression. Le premier mode, c'était d'en faire une hétérotopie, au sens de Foucault, dans le sens que ça soit un lieu concret qui allait supporter une dimension toute mythique et scientifique. Donc ce jardin est comparable, on peut passer, là on a le plan, à un monument organique, et le JAM a été construit de cette manière. Il a été dessiné de manière délibérée, justifiant donc là d'une double hétérotopie, dans le sens qu'il est composé d'une part de fragments de souvenirs, les apports de l'archéologie et de certaines architectures qui sont révélées par les archéologues, et qu'il subit naturellement la saisonnalité d'autre part, puisque c'est un monument de type organique. Il offre ainsi, si vous voulez, un exemple de ce qu'on appelle de l'ars memoria, un théâtre de mémoire exprimant les tensions entre un environnement natif ancien, une garrigue complètement désaffectée, et une création alloctone moderne. Et en fait, ce qu'on voulait proposer aux promeneurs, c'est qu'ils deviennent au cours du parcours ce qu'on appelle un imago hortorum. On peut le définir comme un médium d'enseignement, le qualifiant encore plus comme un centre d'interprétation. C'est-à-dire que le promeneur va rencontrer tout au long de son expérience, on revient au terme de l'expérience de nature, des éléments qui vont lui permettre de comprendre pourquoi telle plante, voir des associations qui ont complètement disparu aujourd'hui à cause de l'agriculture moderne, donc redonner du sens à ce que pouvait être, comment pouvait être perçue la nature à l'Antiquité et quelles étaient les relations que l'homme avait avec cette nature. Dans ces pratiques, le jardin antique était le lieu, il faut le savoir, à l'Antiquité, de l'expression du légitime oisium. L'oisium, l'inaction, quelque part, est considéré comme purificateur d'air. Le jardin, par ses stations de repos, autorise l'expérience de la mort, comme tous les jardins, et par son ambulation, entretient le corps et les plaisirs sains. Et en ce sens, le JAM, tel qu'il a été construit, tel qu'il a été fait par les architectes, présente ce rythme. Et il en propose des aspects. De plus, c'est un lieu de rupture avec le temps. Il est hétérochrone et en ce sens, il est hors du temps. Et c'est aussi un lieu d'allusion et c'est un lieu rempli d'illusions, tout comme pouvaient l'être les parois de certaines demeures romaines dont on a des exemples, notamment, vous avez vu tout à l'heure, la fresque de Livia. Deuxièmement, la découverte de ce jardin a été construite pour qu'il procède d'un mode avant tout cognitif,
dans le sens que les signifiants qui présentent se distinguent plus dans leurs différences perceptuelles, et là on revient à ce que disait tout à l'heure M. Tronc, que dans leurs différences physiques. Donc le promeneur va retrouver les mêmes végétaux plusieurs fois dans le jardin, mais dans différents lieux et avec différentes perceptions dans des cellulats. Et en fait, en revenant au plan du jardin, plan schématique avant, en fait, non, juste après, vous avez ce plan, il est construit comme une maison. Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur est quelque chose de très important dans un jardin à l'Antiquité. Il faut encore préciser que chacun des lieux individualisés, il y en a 7 dans le jardin, ce qu'on a appelé les cellules, ne définissent pas pour autant des territoires sous contrôle, mais plutôt des seuils, des points d'embarquement, de passage, des limitations. Parce qu'on s'est aperçu que l'expérience de nature se faisait notamment sur toujours des limites. C'est à la limite, vous avez parlé tout à l'heure d'interstice, on a parlé de... Voilà, oui. Et là aussi, le jeu qu'on a pu, sur lequel on a travaillé avec des architectes, c'est de créer ces barrières, ces seuils, pour amener le visiteur à avancer peu à peu et à découvrir par différents sens les perceptions, que ça soit olfactif, que ça soit visuel, que ça soit au toucher, que ça soit... Tous les sens sont en éveil, et on va pouvoir découvrir chacune des plantes selon différents modes. Et ça, c'est très important d'avoir des seuils qui permettent le repos et qui permettent à ce moment-là une mémorisation, ou bien qu'on puisse aussi aller plus loin d'un point de vue artistique et proposer une expérience particulière. Donc en fait, on a une synesthésie variée et délicate avec les bruits de l'eau, les odeurs, les couleurs, les sols, etc. Donc tout le long du cheminement, on va avoir les sens qui sont sans cesse en éveil. Et c'est très, très intéressant parce que les gens qui viennent visiter le jardin, en fait, retrouvent des sensations et se reconnectent à eux-mêmes, se reconnectent très souvent à leurs souvenirs d'enfance, des odeurs oubliées, des couleurs, des végétaux qui ont disparu aujourd'hui, qu'on ne trouve plus si facilement, etc. Et il y a une reconnexion qui s'effectue de ce côté-là. Et il est encore et surtout, et ça il faut vraiment le retenir, un espace interstitiel qui balance sans cesse entre des idéaux romains de la vie rurale et des attractions qu'on a aujourd'hui d'un urbanisme civilisé, entre résultats concrets de la recherche en archéobotanique et interprétation des sources architecturales, littéraires et iconographiques de l'Antiquité. Et le fait de l'avoir construit dans un espace qui était un espace d'usure sociale, notamment cet espace dont je vous ai parlé au départ, ce champ abandonné, voilà, tel que le flanc donc, de cette petite colline, insiste donc sur la liminalité du jardin. Et à l'origine du projet, c'était juste, si vous voulez, un espace proposé à un aménagement. Mais c'est après avoir fait vraiment des études profondes, un diagnostic très profond, en remarquant la situation sociale particulière de cet espace, sa conformation physique et son contenu historique, que le jardin a été imaginé. Et le projet, dès sa création et sa définition, n'a pas été implanté au hasard, mais bien exactement dans une ligne de faille entre l'urbanité et la rusticité. Et on se balade sans cesse. Moi, je le vois avec... on reçoit beaucoup de gens, on reçoit beaucoup d'enfants, on reçoit énormément de gens. Je fais des lectures de paysages, etc. Et les paysages les plus intéressants qui permettent la meilleure reconnexion à la nature sont ceux qui sont entre toujours cette limite entre l'urbanité, qui commence à s'échapper, et puis la forte naturalité, qui est une fausse naturalité. Il n'existe plus d'espace naturel en France depuis bien longtemps, même sur le monde. L'homme est intervenu partout, on a affaire à des écosystèmes, des anthroposystèmes, mais on a oublié ce que pouvait être une véritable nature sauvage, ça n'existe plus, une nature qui a subi l'influence de l'homme, mais cette limite est très intéressante parce que c'est dans cette limite-là qu'on peut au mieux reprendre contact avec la nature. Et
les jardins, tous les jardins, hein, vous prenez n'importe quel jardin, se situent toujours dans ces lignes de faille entre l'urbanité et la ruralité vraie. Et depuis l'Antiquité, en fait, on n'a pas fait mieux. L'idée, donc, a été donnée par la faille verticale ouverte dans les calcaires dolomitiques qu'il y avait sur cette colline. D'une part, donc, elle ouvrait sur le réservoir des eaux souterraines et on se situe bien dans un espace liminaire parce que c'est un espace qui est quand même funèbre, avec une présence juste à côté d'une nécropole. Il faut savoir que juste à côté de cet endroit, eh bien, il y a toute une nécropole à l'Antiquité qui s'est développée. Tant et si bien que des recherches post-jardin ont été faites pour comprendre pourquoi un tel espace au sein de ce village avait été conservé. Eh bien, en fait, en faisant des recherches en archéologie préventive et en archéologie programmée, on s'aperçoit petit à petit qu'on est sur le territoire des sources qui étaient consacrées aux dieux et que, en fait, la mémoire collective avait conservé, à part du village, au sein même du village, et dans lequel les gens allaient faire toujours leurs expériences de nature. Et en fait, les rencontres sociales, etc., s'effectuent au sein de cet espace, et les gens restent connectés à la nature, même les touristes aujourd'hui qui viennent, etc. Ce qui fait que le jardin, il a fallu l'intégrer au sein d'un espace qui permette le lien social. Donc on a pu étudier là tous les flux qui pouvaient avoir de visiteurs sur cet espace pour pouvoir les conserver, que le jardin permette cette communication. Parce qu'en fait, en menant des enquêtes auprès de la population, on s'est rendu compte aussi que le lien social était très important dans le contact nature. Et que le lieu, en fait, avait été conservé. Certes, à un moment donné, il a été abandonné, c'est tombé en déshérence, il n'était plus entretenu, parce qu'il n'y avait plus d'activité de type agricole. Mais aujourd'hui, en fait, ce lieu a revit, et les gens viennent s'y rencontrer, viennent parler, tant et si bien que le jardin, au départ était un simple jardin, mais est devenu aujourd'hui un centre d'accueil, un centre pédagogique, mais aussi un centre d'accueil artistique. Et des artistes viennent en résidence maintenant pour rencontrer le public qui vient à la fois dans le jardin, qui vient se promener autour du jardin. Et là, un lien social s'est recréé alors que ce lien social avait complètement disparu. Donc l'expérience même de présentation de la collection patrimoniale, qui est fondée sur vraiment une recherche scientifique, une synthèse, qui était très difficile de rendre compte de ça. En fait, on l'a fait avec des artistes, on a travaillé avec des architectes, on a fait une présentation, mais qui n'est pas un pastiche de l'Antiquité, mais qui respecte les principes de la création des jardins à l'Antiquité, a permis en fait de revenir sur des fondements vraiment de ce que pouvait être un jardin à l'Antiquité, un lieu où on se reconnecte à la nature, où on va retrouver des sensations, et c'est un lieu d'échange social et de partage. Et ça, c'est une découverte qui s'est faite petit à petit. Au départ, voilà, c'était presque l'idée d'un écomusée. Mais en fait, c'était nul. L'écomusée en tant que tel ne présente pas de grand intérêt. En fait, c'est le lieu et qui doit se situer toujours. Et en fait, on se rend compte vraiment que ça permet, à ce moment-là, de redonner du sens à la fois à la nature, parce que depuis que le jardin existe, eh bien, en fait, on est devenu un refuge à la biodiversité. On a vu le grain de la biodiversité augmenter, on a vu des animaux arriver, se connecter au jardin, des animaux qui sont rares, martins-pêcheurs, etc. Donc c'est un jardin évidemment qui en gestion bio, tout ce que vous voulez, mais en fait qui a recréé et dynamisé à la fois la population, parce que maintenant c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange à la fois pédagogique, culturel, scientifique, etc. C'est devenu voilà, un objet à part entière. La difficulté, la plus grosse difficulté qu'on a eue, ça a été de trouver l'argent. Tout simplement. Mais dès que les politiques ont compris l'intérêt, là, à ce moment-là, on a pu, et on l'a fait en consultation avec la population, et les gens sont tous mis d'accord pour recréer un tel lieu.
Et c'est un exemple qui est intéressant à suivre, parce que depuis, il ne désemplit pas, même on a trop de monde maintenant pour le visiter. Donc, c'est qui explique aussi qu'il faut faire attention lorsqu'on crée des endroits comme ça, à veiller à leur fragilité, parce qu'il y a une certaine fragilité. Et ce qui a été le plus intéressant, ça a été de voir avec des scientifiques cette biodiversité regagner un lieu qui en avait perdu beaucoup. Voilà. Je fais rapide. Alors, il est clair que ça donne envie d'aller à la rue Clébin. Voilà, c'est une belle destination. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, voilà, et qui illustre vraiment parfaitement ce lien entre patrimoine culturel, patrimoine naturel, et entre tout l'imaginaire que tout un chacun nous pouvons avoir autour de la nature et cette biodiversité qui est renée aussi à Balleruc-les-Bains. Très bien. Alors, et en plus, avec cette dimension du sensible qui est au cœur de la visite que l'on peut faire, pour l'avoir visité, ce jardin, effectivement, il vous charge d'émotions, je dois le dire. Voilà. Et donc, ça fait une très belle transition, cette question du sensible, je me tourne vers Armelle Caron, qui donc va nous parler un petit peu de la manière dont cette dimension du sensible peut contribuer à l'appropriation de projets d'aménagement et de conduite du changement en ingénierie écologique. Je vais peut-être être un peu plus modeste que le son que tu vas demander. Oui, mais on peut... Mais ça va comme ça, merci. Donc, et en fait, c'est très bien parce que je crois que je vais nourrir de tout ce que les interlocuteurs et interlocutrices précédents nous ont présenté, mais alors vraiment avec une ambition qui est de vous raconter un peu le bricolage que je fais entre moi, ma découverte de l'importance en fait de l'expérience dans mes activités de recherche. Je suis économiste. Alors, je suis pas une méchante économiste. Mes données, c'est plutôt, je parle aux gens, c'est-à-dire que je fais des enquêtes et du terrain. Mais donc, je suis très loin quand même d'une interprétation dans mes travaux de recherche. Je savais quand même pas tout à fait. Mais surtout, comment, en fait, cette interrogation qui a peut-être commencé en fait au début des années 2000 quand j'ai commencé à travailler à AgroParisTech. À l'époque, ça s'appelait pas AgroParisTech, ça s'appelait École nationale du génie rural des eaux et forêts, que j'ai rejointe en 2002 et pas à Paris, mais dans son centre clermontois. Donc Clermont-Ferrand, c'est quand même le royaume de la périurbanité. Il y a encore une belle nature et il y a surtout des agriculteurs qui ont des pratiques d'élevage en fait quand même extensives. Et du coup, c'est à partir de travaux en fait avec les éleveurs, de ce que disaient les éleveurs de la biodiversité prairiale, que cette question de l'expérience de nature, de confrontation en fait entre un discours d'écologue sur la biodiversité et puis un discours de praticien, donc savoir profane, expertise et connaissances scientifiques, m'a un peu sauté aux yeux. Je sais pas, ça m'a saisi comme ça. Donc c'était à deux occasions. Je vais vous raconter un peu là du point de vue de la recherche et un peu Clermont, et puis après je reviendrai donc sur qu'est-ce qu'on en a fait dans la formation à AgroParisTech à Paris. Entre-temps, l'ENGREF s'est dissous dans AgroParisTech. Et depuis 2014, je suis avenue du Maine et je suis responsable pédagogique d'un master spécialisé qui a une ambition vraiment, qui forme des experts et des expertes en analyse et conduite de l'action stratégique pour l'environnement. Je ricane un peu parce que, quand même, du coup, vous allez voir comment j'essaie de bricoler, de faire des propositions en fait d'animation qui prennent plus ou moins avec bien des gens poursuivis d'études qui ont déjà un M2 ou un diplôme d'ingénieur, donc qui viennent plutôt des sciences, et j'ai peu de gens qui viennent des humanités. Et là je vais connecter en fait à ce qu'Aline a dit tout à l'heure. C'est vrai que dans le champ de la littérature et de l'humanité, la science n'est pas très présente, mais c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs, les humanités ont beaucoup disparu. Pourtant il y a un désir fort d'engagement dans la transition écologique. Donc je verrai comment, en fait, c'est ma propre expérience, mon propre désir, peut-être aussi une espèce de posture politique, parce que je trouve que pour travailler sur les questions de biodiversité, je suis engagée dans cette question de la mise en œuvre de la transition agroécologique, et même dans le travail de formation, j'ai quand même un espace et une liberté pour le faire un peu à la façon dont je l'entends, et à former des gens qui ont une ambition quand même qui veulent être engagés, ou en tout cas la question de l'engagement dans leur métier, elle est importante, ce qui est assez particulier. Donc les éleveurs, j'y reviens, j'ai eu la chance de monter un programme de recherche qui a été financé par des programmes qui n'existent plus parce que le ministère de l'écologie et de la transition
solidaire, je dis peut-être des bêtises, c'est MTES, je me rappelle pas de l'acronyme, ne finance plus de recherche, mais il y a eu une époque bénie où en tout cas ils finançaient des recherches qui étaient très liées du coup à quand même faire de la recherche sur la mise en œuvre des politiques et de l'action publique, et je trouvais que c'était vraiment très intéressant, et je pense que ça apportait des choses intéressantes à la conduite de l'action publique. Donc il y avait des programmes qui s'appelaient DIVA, Action publique, agriculture et biodiversité, où c'était dans l'autre sens. Ça s'est arrêté en fait en 2016 et on a eu la chance d'avoir des financements pour les 2 volets 2 et 3. Et dans le premier volet, qui m'a permis d'aller à la rencontre des éleveurs du Massif central, des appellations d'origine protégée Saint-Nectaire et Salaire, donc de pouvoir parler avec des éleveurs qui sont des agriculteurs très particuliers. On travaillait sur une question qui est quand même complètement liée à la Convention sur la diversité biologique, sur la question de la prise en compte de la biodiversité dans ces AOP, en fait, dans ces signes d'appellation protégée, où on peut se dire ce serait peut-être pas mal, il n'y a pas que le bio, là qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils ont mis dans les cahiers des charges. Donc on a travaillé donc sur le Sancy avec des éleveurs. Il y a des écologues qui étaient engagés dans le projet, qui faisaient un travail scientifique sur des relevés en fait. C'était la biodiversité floristique qui nous intéressait, prairiale en tout cas. Donc voilà, il y avait des travaux qui étaient faits de relevés botaniques, et puis après du coup on retournait les voir avec des écologues et puis plutôt les gens en sciences sociales pour leur raconter ce qu'on avait observé, et puis d'essayer en fait dans cet entretien de faire la connexion avec leurs pratiques, en tout cas de les faire s'exprimer sur ces aspects-là. Et du coup, ça les intéressait pas trop les discours des collègues, et moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que du coup quand ils parlaient de biodiversité, ils parlaient de couleurs, ils parlaient d'odeur, ils parlaient de goût. Et c'était ça leur discours en fait. Ils en ont pas rien à faire du tout, les agriculteurs du Massif central, de la biodiversité, même s'ils ont une intensification des pratiques. Mais du coup pour eux, c'est des fleurs, et ça renvoie à ce que vous disiez Aline sur la question, voilà, les fleurs, elles sont encore là. Et dans cet espace central de France, en fait, la chaîne des Puys a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en fait, sur des paysages ouverts, et dès qu'il n'y a plus d'élevage, de toute façon, la forêt repousse. Donc, ces pratiques agricoles sont importantes. Donc ça, du coup, cette sensibilité, en fait, cette expérience-là qui était dite quand il s'agissait de travailler, peut-être, ça s'appelait pas comme ça, la transition agroécologique, mais de reconnecter savoir profane, savoir écologue, et puis les pratiques, c'était l'expérience, le sensible, le sensoriel en fait qui permettait l'expression. Donc voilà, ça m'avait intéressé. Et puis il y a eu un autre appel à projet après, qui était juste après le Grenelle de l'environnement, et puis la mise en œuvre en fait des dispositifs d'action publique pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Vous savez, ça s'appelle la trame verte et bleue. Bon, alors là, avec la réforme territoriale, tout est en train de changer. Donc ça s'appelle trame, donc il y a quand même bien cette idée de reconnexion, un support scientifique de cet outil, cet instrument d'action publique, est dans une vision écologue un peu particulière, où la question du paysage est très importante, puisque du coup, c'est l'écologie du paysage qui est mobilisée. Et puis ça s'appelle aussi continuité écologique. Donc on a eu un autre financement pour travailler sur le maintien de la fonctionnalité de la sous-trame agropastorale, donc c'était toujours les éleveurs. Mais là, du coup, on avait décidé, puisque ce projet a été monté avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui est un parc avec beaucoup de nature sauvage, hein. Il y a beaucoup d'espaces sous protection forte, en fait, de réserves naturelles, etc. Donc l'enjeu du patrimoine naturel, il est très fort dans ce parc naturel régional. Et du coup, la question du maintien de l'activité agricole aussi, elle est forte. Donc on a retravaillé avec les éleveurs, mais avec les agriculteurs qui étaient les principaux gestionnaires en fait de ces espaces herbacés ouverts. C'est ça la sous-trame agropastorale. Qu'il s'agit de l'enjeu sur le Massif central, c'est vraiment ça, et une connexion qui va jusqu'à la Méditerranée. C'est pas gagné, mais elle est pas mal en fait dans l'ex-région Auvergne. Et puis aussi, il y avait tout l'enjeu du coup de la transition écologique, de l'urbanisme et de l'aménagement, qui était donc une des compétences du parc à mesure de la diminution de l'ingénierie publique. C'est plus les DDT, il n'y a plus de ministère de l'équipement. Donc pour accompagner les élus dans leur aménagement, leur projet, leur urbanisme opérationnel, il y a une question d'ingénierie. Et donc comment est-ce qu'on intégrait l'idée de la transition écologique, et donc à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec une amie qui avait fait sa thèse en géographie sur les questions
lecture du paysage ou d'approche du paysage en lien avec l'urbanisme et le maintien en fait d'espaces agricoles dans les documents d'urbanisme. Et elle a monté un bureau d'études qui s'appelle Vous êtes d'ici, et du coup pour valoriser aussi des méthodos. Alors voilà, j'aime pas trop, oui, le mot ingénierie. En tout cas, il y a dans l'accompagnement, dans l'action publique, un besoin d'outils, de méthodes. Et cette question est particulièrement d'actualité, parce que ce qui nous intéressait, c'était quand même de faire avec les gens, de faire de manière participative, ce qui est un peu le là depuis le développement durable, ce qui est aussi quand même très présent dans cette question de resensibiliser. En tout cas, je vois pas bien comment on peut fabriquer de la nature en ville ou mettre en œuvre en fait l'idée d'une transition écologique urbaine ou périurbaine sans cette dimension qui est participative. L'idée, c'est d'aller au-delà de la consultation et autant que faire se peut de faire le plus possible avec les habitants, ce qui est une vraie gageure, mais qui est d'une actualité vraiment particulièrement importante avec les gilets jaunes et le questionnement qu'on peut avoir en fait autour de la réponse à la crise écologique et du travail de la démocratie. Et peut-être que du coup, ce vocable même de démocratie participative, ça va pas. La région Centre parle de démocratie permanente. Il y a vraiment un enjeu qui est formidable et qui croise les questions qui nous intéressent. Et là, l'idée, c'est on a monté des démarches pour fabriquer en fait avec les élus, avec leurs techniciens, des nouvelles façons d'aborder la question de la déclinaison de la conservation de la biodiversité dans leurs documents d'urbanisme. Donc, sur la base du travail qu'avait fait Claire Planchat, donc on a travaillé sur des blocs diagrammes paysagers, on a fait du photolangage, on a fait des visites, on a fait des lectures paysagères, donc il y a fait un engagement par le corps collectif dans des lectures de paysages, mais après en salle, de travailler, de tracer ensemble le bloc diagramme, de faire carrément des prototypes en fait de documents d'urbanisme en intégrant les continuités écologiques comme ça, de manière participative. Et ça a très bien marché. Et puis, donc, ça nous a amené Donc, c'est ce qu'on a fait dans le DIVA 3. Et puis, donc, il fallait quand même un petit peu le théoriser. Et j'ai pas trouvé beaucoup plus. Alors là, plutôt dans la sociologie pragmatique, j'ai trouvé ça formidable, tout ce que vous avez raconté de points de vue scientifiques différents. Mais du coup, pour penser la question de l'engagement et de l'action, je trouve que ce qu'écrit Laurent Thévenot, en fait, dans ses régimes de l'engagement, c'est assez formidable. Donc, c'est dire, agir, c'est quand même s'engager avec le cœur, c'est ce qui me vient, mais c'est s'engager du coup avec le corps aussi, et du coup cette question de la reconnexion et voilà, de toutes les formes artistiques, de ce que vous avez dit Aline sur la littérature, de ce que tu as raconté sur cette sensorielle, je pense qu'on ne peut pas la mettre sur le tapis. Donc voilà, on a continué, on est avec Claire Planchat, on accompagne un élu formidable du sud-est c'est pas une métropole, si Clermont-Ferrand va devenir une métropole. Donc il y a dans la ville de Périgny-sur-Allier un élu féru de participation qui accueille, qui a une résidence d'artistes. Et en tout cas, sur cette commune, en fait, il y a la fin d'une exploitation de gravière dans le lit de l'Allier. Donc, on est aussi dans une restauration écologique de l'Allier qui se fait sur cette portion-là. Donc là, les carriers sont partis. Donc, depuis 10 ans, la LPO, financée par les carriers, donc revégétalisé cet espace. Donc, on a eu retour d'un certain nombre d'oiseaux, de sternes, etc., qui sont là. Mais du coup, l'idée, c'est d'en faire un lieu de baignade quand même. Donc, c'est de concilier ça avec plein d'ambitions, de pratiques, parce que tous les lacs de montagne autour de Clermont sont extrêmement eutrophes. Donc, il y a un besoin, et il y a une volonté de reconquérir l'Allier, en fait, dans la métropole clermontoise. Les gens vont plutôt sur la chaîne des Puys et ils pratiquaient plus, en fait, cette rivière. Donc, il y a un enjeu et qui est porté, en fait, par l'intercommunalité, qui est un petit peu porté par la région, quand même. Vautiers donne un petit peu d'argent. Et donc, ça continue ce travail où, du coup, vous savez, alors, voilà, le MTS a plus d'argent, mais du coup, maintenant, il fait des appels à manifestation d'intérêt. Donc, il y a une sélection de projets qui se font, et puis du coup il n'y a pas d'argent, mais on accompagne, on mutualise et on essaime dans le sens en fait de la mise en œuvre d'une transition, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des démarches alternatives intéressantes, on les accompagne et puis on mutualise nos résultats. C'est pas cher, et en tout cas nous je trouve que c'est super efficace ce qu'on a fait, parce que ça a permis de croiser ce projet d'aménagement de l'écopole où avec Claire, ce qu'on a apporté en fait à l'élu. Et puis après, il y a bien sûr le CAE qui est là, la DDT qui est là, l'Adréal qui
qui est là, c'est l'idée, ok, tu vas faire ton écopole, mais ce serait pas mal de la reconnecter au village. Donc on a travaillé aussi sur les haies. Et puis bien sûr, cet espace maintenant, il est articulé avec un plan alimentaire territorial. Donc il y a vraiment là une dynamique qui est portée par des élus formidables, qui permet de reconnecter tout, qu'on accompagne. Et la dimension artistique, elle est présente, notamment dans Claire danse, en tout cas restitue aux habitants les résultats du travail de recherche, qui n'est pas d'une ambition démesurée, mais en tout cas, elle, la manière dont elle le raconte en faisant là plutôt du théâtre vivant, donc elle va le restituer. Donc à l'occasion, ça va être la deuxième fois qu'il y a une organisation d'écopolis sur ce village. Donc on essaye de faire feu de tout bois, en fait, en bricolant des choses, en essayant de le raconter de manière un peu scientifique, mais je crois que ce qui nous intéresse, c'est quand même cette espèce de bricolage. Donc on a un espace là qui est d'inventivité, où la question du sensible, y compris pour raconter, pour relier, pour approprier, et voilà, une espèce de laboratoire qui est chouette, et du coup le lien avec ces élus porteurs, il est vraiment intéressant. Donc j'ai fait tout ça. En plus de ça, avant de partir de Clermont, il y avait la révision je suis partie en 2014, il y avait la révision du PLU de Clermont-Ferrand. Et en fait, le centre de Clermont-Ferrand, Clermont, est très, très minéral. C'est comme dans un écrin vert. Et du coup, les gens, ils ont des pratiques de nature qui sont pas dans la ville même. Et moi, j'habitais du côté de la cathédrale, là, sur l'ancienne butte romaine. Ça fait comme un truc comme ça, quoi. Et là, il y a rien. Il y a pas d'arbres, où les jardins, ils sont clos, en fait, dans des belles maisons auxquelles on n'a pas accès, donc il n'y a pas d'espace vert. Et donc là, avant de partir, avec Claire, on avait comment est-ce qu'on peut remettre de la nature là-dedans? Donc on avait été créative, on avait monté des photos en images, c'est sur YouTube, on s'est bien amusé, je pense que personne... Moi, j'avais mis des affiches en disant, venez, on va inventer quelque chose pour donner à voir ce que pourrait être, en fait, un parcours par des corridors écologiques, par des continuités, en fait, que cette espèce d'espace là, pour que ce soit pas une limite et une fracture, et que ça puisse être recolonisé par je sais pas quoi. Et puis du coup après on s'est dit que les gendarmes, ces petits insectes, étaient une très belle métaphore. En plus c'est très joli, c'est très graphique. Donc quand je suis partie en 2015, il y avait encore une association qui s'appelle Greffon Plastique qui avait inventé un festival, et là aussi on a fait une installation, et puis on avait fait des tampons et de la peinture pour les enfants qui étaient là autour de cette question, peut-être les insectes qui se nourrissent de mauves, de roses trémières. Il y en a, en fait, dans cet espace très minéral. Donc, c'est ça. Et puis, je suis arrivée donc, pour m'occuper du master spécialisé politique publique et stratégie d'environnement à AgroParisTech, dans le centre qui est avenue du Maine, juste à côté de Montparnasse. Et du coup, j'interviens dans ce master spécialisé, et j'ai gardé quelques modules de formation aussi pour la formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. C'est-à-dire que moi, je m'étais occupée longtemps de formation de fonctionnaires. Maintenant, ils sont formés à la fois par AgroParisTech et par les ponts. Et donc, du coup, cette question de comment ces futurs fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, à plus du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Écologie, vont porter ces questions de transition écologique. Et au regard de leur formation, c'est des gens qui viennent de grandes écoles, qui viennent de Polytechnique, qui viennent de centrales, un petit peu agro. L'ouverture, même si on regarde le programme, ils sont pas formidablement formés en fait aux enjeux de la transition écologique, un petit peu sur la transition énergétique, mais sur la biodiversité, il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis dit que dans un module que je portais sur ces questions de diagnostic territorial, il fallait absolument y aller de manière militante. Alors des fois, ils râlent, mais c'est pas grave. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait bricoler, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc toujours avec Claire Planchat, on a monté en une journée, parce qu'il y a des approches. Du coup, on leur fait, pour faire du diagnostic de territoire, on n'est pas obligé d'utiliser que de la donnée quantitative, mais c'est pas mal. Il y a des approches sensibles, des approches plus participatives. Donc c'est pas mal que vous y soyez formés. En tout cas, vous serez peut-être commanditaire. Vous pouvez diffuser cette culture-là dans la fonction publique d'État. Donc depuis 5 ans maintenant, c'était la 5e année, on leur proposé une lecture de paysage du quartier Montparnasse. Donc vous m'allez me dire, la reconnexion à la nature, c'est quand même un peu compliqué, mais là l'idée c'est de les mettre en position d'expérimenter un certain nombre de démarches. Donc c'est une expérimentation qui fait appel complètement du coup à leurs sensations. Et ce qu'on leur propose de faire, c'est d'expérimenter 4 démarches que Claire a
a pas mal utilisé dans le cadre d'élaboration de PLU, d'accompagnement de projets d'aménagement. Elle l'a même fait aussi à Taïwan, en fait, donc c'est un peu tout terrain, international. Donc il y a quelque chose qui s'appelle, et qu'on peut relier en fait à certaines productions artistiques, il y a quelque chose qui s'appelle la boîte à trésors, qui consiste à du coup avoir une lecture de paysage, c'est-à-dire que je ramasse tout ce que je vois, ce que je veux, et puis je l'organise pour raconter en fait ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu. Donc ils ont un parcours qu'ils veulent sur un espace qui est pas complètement délimité sur ce qu'on appelle le quartier Montparnasse, et puis ils ramènent, et plastiquement, la manière dont ils restituent ce qu'ils ont ramené, parfois c'est assez intéressant, donc on leur met pas beaucoup de choses à disposition. Donc ils racontent le paysage, du coup plutôt en regardant par terre. C'est un petit peu ça. Il y a une autre expérience qui vise à faire un parcours sonore. Donc on n'a pas, c'est vrai que je me disais ah super, il faudrait faire un truc sur l'olfactif, mais c'est pas, ça serait vraiment super intéressant. Donc on leur dit ben voilà comment vous appréhendez le quartier avec cet outil-là, et puis ils y vont, ils font des choses assez formidables. Alors il y a une autre expérience qui renvoie plus à une lecture de paysage, puis c'est quand même assez difficile de dessiner des paysages dans l'espace urbain. Je trouve que c'est encore plus compliqué quand on fait des lectures de paysages dans l'espace rural ou périurbain. Et donc l'idée qu'a eu Claire Planchat, c'est que du coup on les dote de petits plexiglas avec des feutres, et donc ils doivent faire leur propre lecture de paysage. Donc à chaque fois qu'ils dessinent, ils font une photo, et puis ils font dessiner les gens qui vont chercher un angle de vue. Donc ça renvoie à cette question de l'identité. Alors Montparnasse étant quand même un espace où il y a beaucoup de gens en transit, mais il y a quand même aussi quelques natifs, quelques personnes qui ont grandi, ont vécu, qui sont nés en fait dans ce quartier. Donc c'est aussi une expérience assez intéressante. Et puis elle a inventé depuis 2 ans de les faire travailler avec un Playmobil. Ça s'appelle l'Avatar. Alors ça ils adorent, parce que le Playmobil c'est pas mal, parce que quand vous le posez, du coup vous êtes amené dans les lectures de paysages, en fait la question de l'échelle est assez déterminante. Et puis le Playmobil permet aussi de faire parler les gens. Donc ceux qui partent avec des Playmobil, ils doivent installer le Playmobil et utiliser le Playmobil en fait comme moyen de faire une espèce d'enquête très rapide, en tout cas un moyen d'interaction. Et alors là, nos polytechniciens, mais ils adorent ça. Donc pour nous, il y avait quand même une gageure de dire est-ce qu'ils vont bien vouloir accepter de s'engager en fait dans ce genre d'expérimentation, et ben ça marche quand même très bien. Alors on essaye aussi nous de nous améliorer, et puis du coup on leur demande quand même aussi de faire une petite note de réflexivité en essayant qu'est-ce qu'ils ont, de les mettre en fait sur l'espace de du coup qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, au-delà de comment ça vous outille pour vos futures pratiques professionnelles. Est-ce que vous imaginez de recourir encore à ce genre d'éléments-là? Mais du coup, ce serait intéressant de regarder. J'ai presque fini mon temps de parole. Alors ça, voilà, c'est ce qu'on fait avec les élèves fonctionnaires. Et du coup, j'ai pas eu l'espace dans le master spécialisé dont moi je m'occupe, qui forme ces stratèges en analyse et conduite de l'action en faveur de l'environnement, puisqu'il n'y a pas de place. La grille est toute serrée, on ne pouvait pas tout défaire. Donc on s'est dit, on va quand même leur proposer quelque chose, avec une artiste visuelle qui s'appelle Andy Grandet, qui intervenait depuis longtemps à l'ENGREF. On s'est dit, on va proposer quelque chose. Et on ne pouvait plus les proposer les visites qu'elle faisait dans les musées, en fait, après les attentats à Paris. Donc on monte depuis 5 ans maintenant, en fait, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle un atelier art et environnement qu'elle conduit en fait en anglais. Elle fait des conférences sur tous les mouvements artistiques qui parlent de ces questions d'environnement et de cette urgence écologique. Et on propose un atelier créatif pour que, à la fois, les élèves du master spécialisé dont je m'occupe, mais de tous les masters spécialisés présents, et aussi tout le personnel qui a envie de s'y engager, s'y engage. Et puis après, ça donne lieu à une exposition. Et l'idée, c'est d'avoir une thématique autour de l'environnement. Donc ça a beaucoup tourné autour des déchets, du recyclage ces dernières années, qu'elle a même elle était amenée à introduire dans son propre travail. Donc, ça l'a fait avancer aussi dans son propre travail plastique. Et alors, ça, c'est un succès varié. Cette année, personne ne s'y... En fait, les élèves s'y sont très peu engagés. Je trouve que les personnes qui ont déjà une pratique en termes de créativité ouverte, à une sensibilité culturelle, y engager les autres est quand même un petit peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est intéressant de continuer à essayer, en tout cas, parce que
j'ai pas mis la photo, j'ai fait, donc ça c'est encore affiché en ce moment dans les couloirs, mais ce qui est présent comme invitation en fait à s'engager dans la transition agroécologique la transition écologique dans une école d'ingénieurs, ça surfe pas beaucoup sur ces approches sensibles et sur les humanités. Donc j'ai fait une photo là hier des affiches que je trouvais. Il y a un truc qui s'appelle Prix de l'ingénierie du futur. Envie d'agir pour ta planète, c'est inventer des solutions technologiques qui répondent à l'urgence climatique. Donc ça, ils en ont plein. Et puis il y a quand même un truc peut-être un peu plus sensible parce que c'est en vélo, qui s'appelle Alter Tour, donc une invitation à s'engager en fait dans le tour d'alternatives où on réinvente une nouvelle façon de vivre en lien avec l'urgence de la crise écologique. Donc à côté de ça, voilà, on a art et environnement. Donc moi je continue un peu, ça coûte pas très cher, à militer pour ça tant que je pourrais, et c'est un peu la seule place en fait visible qui est donnée aux humanités dans nos différentes formations. Et moi, ça m'interroge beaucoup et je trouve ça effectivement, c'est une vraie question que, à l'occasion d'une reconfiguration en fait de la maquette de la formation, que je trouve il faudra mieux instruire. Voilà. Merci beaucoup Armelle. Donc, c'est qui est vraiment au cœur. Alors logiquement, nous avons épuisé l'ensemble du temps de parole. J'ai prévu néanmoins justement alors à la fois sous forme conclusive, mais en tout cas de vous présenter quelques petites parties de ce que je suis en cours de travail, en tout cas autour de ces questionnements-là. Je vais essayer de faire vite et puis ensuite de vous inviter à boire un verre ensemble et de pouvoir discuter de tout ça. Voilà, donc, mais j'en suis dans mes questionnements effectivement à essayer de me dire finalement, et c'est vrai que les témoignages que nous venons d'entendre et les expertises qui nous sont présentées montrent à quel point ces questions justement de communication autour des termes de biodiversité et de créativité, d'art et d'imaginaire peuvent être nombreuses à la croisée justement des rencontres entre ces différents acteurs qui interviennent au bénéfice de l'émergence des projets artistiques et culturels sur des territoires. Il est vrai que moi cette question me préoccupe particulièrement parce que je me dis que se disent les scientifiques quand ils rencontrent effectivement les artistes, les habitants, les professionnels de l'environnement, les élus, les techniciens des collectivités territoriales ou les acteurs culturels œuvrant dans le secteur de la médiation. Et c'est vrai qu'à l'interface de l'ensemble de ces rencontres, peuvent émerger une série de débats, on l'a vu, il y en a énormément. Et pour moi, il est peut-être important, pour une série de raisons, de s'y pencher. Alors, pour quelles raisons ? D'une part, parce que de plus en plus, le poids de l'évaluation se fait sentir dans le secteur de l'environnement, de l'action culturelle, etc., de l'évaluation des projets et des programmes, ne serait-ce que parce que les ressources, et on l'a vu tout à l'heure, financières baissent, et donc la question de l'évaluation, donc du retour sur les objectifs, est de plus en plus prégnante. La deuxième raison pour laquelle je m'interroge sur ce dialogue et cette mise en dialogue, c'est parce que toutes ces démarches artistiques et culturelles qui sont liées à l'environnement sont sensibles du côté des questionnements d'éthique, des questions d'éthique et des questions de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Donc on les regarde de façon peut-être plus critique qu'on ne peut le faire d'autres initiatives artistiques, disons plus classiques. De dire aussi que si on s'interroge là-dessus, c'est parce que ces projets ont aussi un bilan carbone. Alors, on se souvient un petit peu de ce qui avait défrayé la chronique lorsque Olafur Eliasson avait amené un bloc de glace de l'Antarctique sur la place de la République. Mais il est clair que tout projet culturel va avoir un bilan carbone, et ceux-là, on va les regarder de façon beaucoup plus attentive. Et en fait, de dire que ce schéma où je représentais les différentes catégories d'acteurs raconte aussi le fait que ce sont des mondes vraiment très différents les uns des autres, dans lesquels les référentiels sont absolument différents et en tout cas quelquefois divergents, et les faire dialoguer n'est pas facile. Voilà, et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le jardin antique, c'est qu'ils ont réussi à dialoguer dans ce cadre-là. Alors du coup, en quelques mots, pour moi, qu'est-ce qui fait débat finalement entre ces acteurs ?
et qu'est-ce qui pourrait constituer finalement les articulations un peu majeures de la décision publique autour de projets liant art et biodiversité, ou entendons imaginaire et biodiversité. Alors, j'en ferai que les grandes lignes, mais pour moi, la première question, c'est que souhaitons-nous faire? Est-ce qu'on va effectivement aller plutôt du côté des projets qui tirent du côté de l'écocentrisme, ou plutôt de l'anthropocentrisme? Alors, on a vraiment aujourd'hui des exemples nombreux dans les deux domaines. Alors, l'écocentrisme, ça va être tout ce qui va privilégier la célébration d'une nature originelle, d'un paradis perdu, etc. Alors, ce sont des photographies telles que celles qu'on peut avoir dans les parcs nationaux, donc ils vont rechercher la pureté finalement de cette nature un peu oubliée, même si effectivement la nature originelle, on est d'accord, n'existe plus. On a une très belle exposition Gare de Lyon en ce moment sur les panneaux du chantier, sur les arbres remarquables. Donc ça aussi, on est plutôt là du côté de l'écocentrisme. Le Jardin des Plantes accueille régulièrement des photographies animalières absolument magnifiques, qui célèbrent aussi le vivant et la biodiversité dans son écologie profonde. Et puis on a à l'inverse plutôt des choses qui vont tirer du côté de l'anthropocentrisme. Alors les premiers exemples qu'on peut donner sont effectivement très anciens. Bon, plus proche de nous, on a des choses qui bousculent beaucoup, et alors peut-être est-ce là d'ailleurs l'origine du fait qu'on se détourne quelquefois de la protection de l'environnement en disant que de toute façon, c'est toute la théorie de la collapsologie, de toute façon c'est trop tard, donc voilà, autant ne plus rien faire. Des propositions artistiques comme celle-ci, où on va emballer un glacier pour témoigner de son érosion et de sa disparition. L'art qui tire du côté de l'anthropocentrisme, c'est aussi les photographies de Yana Sturz-Bertrand qui, dans son film Homme, qui va montrer les grands outils de forage, effectivement, qui viennent un peu heurter la sensibilité de mère nature, si on peut dire. Voilà, c'est aussi après l'émergence de tout ce courant artistique qui, à partir des déchets, à partir finalement de la pollution, va fabriquer l'œuvre d'art, va fabriquer une certaine vision du monde. Donc, on a quelques exemples là. Peut-être vous souvenez-vous de ces initiatives très médiatisées aussi, alors qui étaient dénonciatrices de la pollution, par l'homme, notamment de l'eau, avec Nicolas Uriburu, qui avait coloré les eaux de Venise avec un colorant fluorescent qui n'était absolument pas nocif, mais simplement démonstratif, mais qui avait alerté du coup l'opinion publique. Ou encore celle de Gustave Metzger, qui avait branché en fait un pot d'échappement issu d'un véhicule à moteur dans un coffre contenant un arbre pour montrer finalement la désintégration du vivant au contact des particules fines comme aujourd'hui. Voilà. Et enfin, des choses comme ça qui ont lieu chez moi dans les Hautes-Alpes, où effectivement on a la représentation d'une intervention humaine, bien sûr, sur la question de l'eau, et donc cette œuvre d'art qui a été mise en place dans la commune de Crévoux. Jusqu'à, peut-être du côté de l'anthropocentrisme, le bio-art avec l'intervention sur les gènes alors toujours dans une idée bien sûr de dénonciation, donc qui va jusqu'à fabriquer un lapin fluorescent, pour témoigner justement à la fois d'un nouveau chemin de l'art, et c'est là qu'on a toute une ambiguïté finalement du côté de cet art tourné vers l'anthropocentrisme, et en même temps qu'il est dénonciateur. Voilà, donc pour moi c'est une première question, donc de quel côté est-ce qu'on veut aller se balader quand on porte des projets environnementaux, art tourné vers l'art environnemental. La deuxième question, je vais passer plus vite, mais c'est que fait-on face justement au paradoxe de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui, tout le monde est bien conscient effectivement
de 80% des insectes ont disparu, d'une situation climatique extrêmement préoccupante, mais finalement, bon, certes, il y a plein d'initiatives, mais quand même, on a l'impression que le temps nous rattrape, quoi, hein, et qu'on ne réagit pas suffisamment vite. Donc, certains chercheurs en sciences sociales, vous l'avez dit très bien, montrent combien finalement il y a aussi une forme de refus de voir, et donc une forme aussi de comportement qui ne se transforme pas parce que justement on a cette réaction donc négative. Voilà. Et donc pour moi, les projets artistiques tournés vers la question environnementale doivent se préoccuper de ça et doivent essayer de savoir comment contourner ce phénomène du paradoxe de l'anthropocène. Pour moi, avant tout, il faut qu'ils soient éco-responsables en premier lieu. Or, les projets ne le sont pas, les projets artistiques environnementaux ne le sont pas forcément. Celui-ci, par exemple, qui s'est déroulé donc en 2015 à Paris pour les Nuits Blanches, qui est un peu le pendant de ce qu'avait fait Olafur Eliassen en amenant son bloc de glace à Paris. C'est une façon aussi, alors peut-être plus fine de représenter les choses, mais ces petits bonhommes faits de glace que chacun venait déposer sur les escaliers, mais qui effectivement fondaient aussi. Alors, quel est l'impact carbone, quel est l'impact de ce type de projet? Alors, il y en a un qui est plus tradit, mais tout aussi édifiant, c'est qu'effectivement, comment peut-on continuer à porter des projets culturels qui se terminent comme ça? Bon, c'est un petit peu là, le côté un peu provocateur, mais effectivement, ça questionne. La troisième question pour moi, c'est effectivement quelle est la place à donner à la science dans le chantier de la nécessaire évolution de ces comportements. Est-ce que les sciences participatives avec des dimensions artistiques peuvent être effectivement mobilisées? Et je crois que de plus en plus d'artistes le font. Mais je crois qu'il y a là un questionnement fort si on veut que les projets d'art environnemental soient peut-être plus efficients en tout cas. Et enfin, donc aussi, quelle est la place du plaisir, en fait, du plaisir, et aussi dans ce que vous disiez tout à l'heure, cette dimension de l'incarné, quelle est cette place-là dans les propositions artistiques que l'on fait aux enfants, mais aussi aux adultes, vers ce cheminement pour la protection de la nature. Là, on a par exemple une image du projet Imaginaire et Jardin dont je vous parlais tout à l'heure, où des enfants ont travaillé sur Alice au Pays des Merveilles, justement, mais en recomposant l'environnement d'Alice, à savoir le Jardin des Merveilles. Voilà, et donc il y a aussi tout ce rapport à la création, à la construction, le rapport aux plantes aussi qui sont présentes là dans le jardin, que les enfants expérimentent aussi au travers du récit d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, et que je mettrai vraiment en opposition avec des images qui sont un peu punitives, me semble-t-il. Là, j'ai pris celle du prix Koal 2013, où on voit une main qui est en train de disparaître dans un marécage, cette nature qui vient, qui se venge, et qui, effectivement, finalement, ne donne pas tellement envie qu'on se préoccupe d'elle dès l'instant où elle se venge de nous. En tout cas, c'est un point d'interrogation qui, peut-être, il faut poser lorsque les décideurs s'attachent à mettre en œuvre ce type de projet. Et puis la dernière question que je poserai aussi autour de ça, c'est de savoir si, parce que c'est beaucoup, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, cette fonction de médiateur qu'ont les artistes aujourd'hui, les artistes tournés vers ce champ environnemental, ils se transforment en médiateurs, ils sont médiateurs, et finalement le geste de médiation est lui-même considéré comme la signature artistique. Et je pense que poser la question du rôle d'un chef de projet articulant les approches est important. Il n'est absolument pas obsolète, et que le fait de placer l'artiste uniquement dans cette posture de médiation me semble peut-être lui ôter sa capacité, sa possibilité de restituer sa sensibilité au monde en ne lui donnant que ce rôle effectivement de médiateur. Voilà, donc c'est quelques questions comme ça, mais qui, me semble-t-il, sont aussi très en lien avec les témoignages que nous venons d'écouter, et qui sont, je pense, un peu au cœur de cette mise en dialogue du champ de l'art, en tout cas du sensible,
et de la biodiversité et de l'environnement de l'autre côté.